Mesdames et messieurs, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui grâce à l'invitation de nos amis de l'ASDOM ainsi que des comités France et Belgique de soutien aux détenus politiques au Maroc. Je tiens également à saluer le courage des députés qui ont eu l'audace de briser le mur du silence sur les violations des droits humains au Maroc et qui a empêché le Parlement européen d'adresser un quelconque reproche aux autorités marocaines depuis plus de 25 ans. Merci d'avoir voté pour la résolution portant le nom de Omar Radhi comme symbole de la répression de la liberté d'expression et de la presse indépendante. Je suis ici aujourd'hui pour porter la voix de mon fils Omar, journaliste marocain d'investigation et défenseur des droits humains, et emprisonné depuis le 29 juillet 2020 à la suite d'un procès inéquitable et injuste. Omar est en prison à cause de ses enquêtes et de ses recherches sur les liens du pouvoir avec le monde du business. Les travaux de Omar ont soutenu les luttes du peuple marocain contre l'injustice, la pauvreté, l'expropriation des terres et aussi de dénoncer plusieurs abus de pouvoir dans les cercles proches de la monarchie marocaine. À ce que l'on sait, les soucis de Omar Radhi ont commencé avec un tweet critiquant la répression au Maroc après la condamnation en appel des militants du Hirak du Rif. Tweet pour lequel il a été arrêté puis écroué, ce qui provoqua une vague d'indignation et une solidarité à l'international, ce qui a contraint les autorités marocaines à le relâcher. Il a ensuite été condamné à de la prison avec sursis. Mais en réalité, et d'après les réquisitoires du parquet, en première instance et en appel, on a découvert que Omar avait été mis sur écoute par ordre du procureur général près la cour d'appel de Rabat depuis 2018 et qu'il avait été filé depuis le 20 février 2011. Omar était devenu la cible des autorités depuis longtemps. Il le poursuivait, l'espionnait et le diffamait par le biais des médias pro-pouvoir. On a attenté à sa vie lors d'une attaque par des provocateurs qui lui ont barré la route de retour et lui ont jeté des pierres et des briques de partout, ce qui avait provoqué des dégâts énormes à la voiture. Omar s'en est sorti sauf par miracle. Ceci avait eu lieu juillet 2019. Suite à cette agression, Omar avait déposé une plainte chez la police qui lui avait donné un reçu pour voir le suivi de l'affaire après. Ce reçu était irrecevable. Il n'y a aucune trace dans le du dossier. Les médias de diffamation, spécialement celui qui collait aux pattes de Omar, avaient annoncé le jour et les motifs de sa prochaine arrestation avant même qu'une enquête n'ait été ouverte à son encontre. Ce média, donc Chouf TV, donc le harcèlement de ce média qui se trouvait partout où allait Omar, a abouti en lui dressant un piège à la sortie d'un restaurant à Casa. À la suite, Omar a été arrêté et l'affaire a été jugée plus tard et le jugement a été prononcé sans aviser ni le concerné ni l'avocat de Omar et Ayman. À partir de ce moment, les autorités sont passées au plan B, celui d'incriminer Omar dans une affaire de mœurs pour pouvoir l'incarcérer avant de commencer les investigations, plan qui paraît a posteriori avoir bien réussi. Le harcèlement médiatique et policier ont eu des effets néfastes sur la santé physique et psychique de Omar, qui s'est forcé à résister pour pouvoir assister aux interrogatoires de la Brigade nationale de la police judiciaire, pour lesquels il devait se déplacer de Rabat à Casa pour assister aux 11 interrogatoires du 25 juin au 29 juillet 2020, le jour de son arrestation. Le 15 juillet 2020, Omar a tenu une conférence de presse pour protester contre cet acharnement policier et médiatique et demander qu'on lui adresse une accusation nette et claire au lieu de l'utiliser pour un règlement de compte contre Amnesty International. Ce jour-là, des personnes se sont adressées à Omar en lui demandant de ne pas tenir cette conférence de presse, d'arrêter ses enquêtes sur les expropriations des terres et de se rétracter, de défendre les militants du RIF et Martin Monjib. Et tous ces problèmes avec les autorités seront blanchis. Par contre, si tu refuses, tu vas aller droit au mur. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Et c'est à ce moment-là que l'exécution du plan B a commencé. Lors des interrogatoires, Omar a été harcelé par ce même média de diffamation qui le poursuivait
jusqu'au local de la police judiciaire en le filmant, tout en diffusant un live sur les réseaux sociaux en commentant « Regardez, voici Omar Radi, l'espion et le violeur qui entre chez la police judiciaire ». Au cours des interrogatoires, Omar avait vécu des jours difficiles d'attente, d'intimidation et de provocation. La police judiciaire n'était pas à la quête de la vérité, mais elle voulait dresser une vérité toute faite avec un scénario préfabriqué par les autorités. Le contenu des interrogatoires se retrouvait sur les sites des médias au service des sécuritaires, ce qui est le cas de presque tous les médias au Maroc actuellement, dans certaines antennes de radio et de télévision. 2 jours après la publication de l'article de Amnesty International dénonçant l'utilisation d'un logiciel espion sur le téléphone de Omar Radi, le procureur général près la cour d'appel de Casablanca a été le premier à violer le secret de l'instruction en déclarant avoir ouvert une enquête concernant l'implication du journaliste Omar Radi dans la réception de fonds de l'étranger afin de nuire à la sécurité extérieure et intérieure de l'État. Un point de presse était organisé le 2 juillet 2020 par 3 ministres du gouvernement Saadine Othmani, les fameux ministres des droits humains, des affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement, qui ont répété les dires du procureur général tout en attaquant Amnesty International pour ses allégations fausses pour eux et incriminant Omar pour espionnage. Après son arrestation et comme on était en pleine crise du Covid-19, les visites ont été interdites. Omar était mis en isolement presque durant toute son arrestation. Après la quarantaine, on lui avait permis une demi-heure de promenade par jour, mais seul. Alors les investigations du juge d'instruction n'ont commencé que 2 mois après son emprisonnement. Le juge d'instruction avait transféré le dossier tel qu'il l'avait reçu de la police judiciaire. Il avait seulement changé l'état du journaliste Ahmed Sitou d'un témoin à décharge au profit de Omar à un participant au viol. Omar a été emprisonné abusivement pendant presque 1 année avant qu'il soit permis de voir son dossier et de défendre réellement sur des faits vagues. Les audiences du procès en première instance étaient des séances de torture pour Omar et pour nous. Déjà au début, déjà au début, pardonnez-moi, il nous était difficile d'accéder à la salle d'audience sans être en compagnie d'un avocat. Omar, lui, était entouré de policiers qui l'étouffaient à force par leur présence à approcher. La Cour n'a présenté aucune preuve ou argument étayant ces accusations. Omar s'est défendu selon ce qui lui a été permis quand on lui avait interdit de prendre des notes ou des remarques pour se défendre. Omar était obligé d'improviser ces 2 mots de fin en première instance et en appel. Quant à ses avocats, ils avaient fait des efforts énormes pour montrer la futilité des accusations. Ce qui était le plus choquant, c'était que la Cour faisait tout son possible pour mettre en relief l'affaire du viol plutôt que l'affaire d'espionnage, à tel point que le parquet a refusé à un témoin clé dans l'affaire d'espionnage de venir devant la Cour pour témoigner au profit de Omar. On a compris que la Cour ne voulait pas que les observateurs, les journalistes et les familles présents dans la salle comprennent que l'affaire entière est vide et qu'Omar est emprisonné abusivement. Le 19 juillet 2021, la Cour avait prononcé sa sentence qui nous a fait l'effet d'une déclaration de mort pour nous, sa famille, ses amis. 6 ans de prison ferme et de 100 000 tyrannies. Le 3 mars 2022, la même sentence a été prononcée contre lui. Contre lui, on appelle une nouvelle mise à mort pour nous. En écoutant le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne dernièrement, nous avons été choqués en tant que famille de Omar Radi d'entendre ces révélations qui disent que cette commission était intervenue pour bloquer 3 résolutions au profit de Omar Radi. Rien qu'au cours de cette année, cela révèle plein de choses que les autorités voulaient cacher. Une année après le jugement en appel, nous sommes encore en attente de la réponse de la Cour de cassation dans cette affaire.
Au-delà de mon fils Omar, je demande la liberté pour tous les prisonniers politiques au Maroc, injustement détenus comme l'est mon fils. Merci.